Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 avril, soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Nous recevrons le chef adjoint du service de neurologie du CHPG à l'occasion de la journée de sensibilisation à la maladie de Parkinson. Autre invité, la chef du service de l'emploi pour nous parler de ce que l'on appelle les jobs d'été, et en ce moment les entreprises recrutent. Nous vous présenterons les 5 romans sélectionnés dans le cadre du coup de cœur des lycéens. C'est la fin programmée du réseau cuivre de Monaco Télécom. Vous découvrirez concrètement comment tout cela va se passer. Et enfin, la présentation de la nouvelle exposition au musée d'anthropologie consacrée au prince Albert Ier et à la préhistoire. Mais avant de développer ces titres, le couple Princier était aujourd'hui à Florence en Italie où l'on a célébré le 160e anniversaire du consulat de Monaco. Il s'agit du plus ancien consulat de la principauté en Italie. Une longévité qui se traduit par des liens d'amitié profonds et des échanges constants. Leurs Altesses Sérénissimes ont pu redécouvrir les lieux emblématiques de la ville 11 ans après leur dernière visite sur place. Ils ont également rencontré le maestro Andrea Bocelli, dont la fondation qui porte son nom sera bénéficiaire avec la fondation Prince Albert II de la soirée de gala marquant cet anniversaire. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de jeudi 19h. Ce milieu de semaine est marqué par la journée de sensibilisation à la maladie de Parkinson. Elle touche environ 0,3% de la population. Elle augmente avec l'âge, atteignant 1% chez les plus de 60 ans et jusqu'à 4% chez les plus de 80 ans. En France, environ 150 000 personnes sont traitées pour la maladie de Parkinson et 26 000 nouveaux cas apparaissent par an. Pour nous expliquer les causes, les symptômes et les avancées scientifiques, nous sommes avec le chef de service adjoint du service de neurologie du CHPG, Dr Bertrand Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cette maladie de Parkinson? C'est une maladie neurodégénérative. Mais quand on me dit ça, ça ne me parle pas vraiment. Le plus simplement possible, pour que l'on comprenne bien, qu'est-ce que Parkinson? Alors le Parkinson, c'est donc une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que c'est une maladie qui est causée par la dégénérescence de certaines structures cérébrales et qui donne donc les troubles qu'on va peut-être détailler après. Ouais. En fait, c'est les neurones qui produisent de la dopamine qui meurent prématurément dans la maladie de Parkinson et qui donnent l'ensemble des symptômes, sachant que la dopamine, ça sert au départ à avoir un mouvement fluide. Oui. Et on s'est aperçu par la suite que ça avait aussi beaucoup de fonctions psychiques et sur la santé générale, si on peut dire, comme la tension, l'hypertension. Et donc les troubles de cette dopamine peuvent donner des troubles du mouvement, comme dans le Parkinson, qui s'accompagnent plus tard de troubles psychiques et de troubles généraux. D'accord. On sait comment on contracte cette maladie? J'ai l'impression que c'est assez compliqué comme réponse. C'est assez compliqué. Alors il y a quelques formes familiales déjà, mais qui sont très rares. Et après, on ne sait pas pourquoi telle personne va l'avoir alors que d'autres ne l'auront pas. L'hygiène de vie ne fait pas grand-chose malheureusement. Ça a été reconnu comme maladie professionnelle chez les agriculteurs parce qu'il y a certains pesticides qui sont très toxiques pour le cerveau. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de facteurs déclenchants. Donc on ne sait pas comment ça arrive et on ne sait pas non plus comment la prévenir. Puis, si c'est la suite de votre question, puisqu'il n'y a pas de précautions particulières qui permettent d'éviter ça, malheureusement. Et quels sont les symptômes? On y vient. Alors les symptômes, donc c'est surtout une pathologie du mouvement. Alors d'abord il y a le tremblement qui est le symptôme le plus connu mais qui en fait est inconstant, c'est-à-dire que tous les patients qui ont le Parkinson ne tremblent pas. Et surtout ce qui caractérise la maladie, c'est la lenteur du mouvement qui devient de plus en plus lent et la raideur qu'on trouve en examinant le patient et dont il se plaint lui-même, c'est-à-dire que le patient a l'impression d'être un peu ankylosé. D'accord. Est-ce que c'est une maladie qui évolue vite? En général autour de la soixantaine, entre 60 et 80 ans. D'accord. Avant, c'est des formes juvéniles très rares, et passé 80 ans, c'est très souvent d'autres pathologies. Alors ça évolue inexorablement malheureusement, mais c'est pas très rapide. Et au début de la maladie, il y a une phase qu'on appelle la lune de miel, au cours de laquelle les traitements marchent bien et où le patient se sent revenu à son niveau antérieur. D'accord. Après, au bout de 5 ans, ça devient plus compliqué. Une question très naïve, mais est-ce que l'on meurt de Parkinson? Alors, question très bonne, on ne meurt pas au sens strict de Parkinson, mais les Parkinsoniens sont des patients plus fragiles que les gens de leur âge qui ne sont pas malades évidemment, et ils sont en particulier sujets aux troubles de la déglutition, et très souvent c'est des patients qui ont beaucoup de complications, ont un risque de complications élevé dans les périodes opératoires ou post-opératoires. Donc ils sont beaucoup plus fragiles que les autres, mais on ne meurt pas directement de Parkinson. Est-ce que l'on est en souffrance? Est-ce qu'une personne atteinte de Parkinson souffre concrètement?
Donc il y a une souffrance physique, oui, parce que très souvent, il y a beaucoup de douleurs qui sont liées à la maladie, qu'on ne connaissait pas avant, mais de plus en plus, on sait que la douleur peut être la forme de présentation de la maladie, des douleurs articulaires en particulier, dont le patient et les médecins ne trouvent pas la cause, mais qui peuvent annoncer le Parkinson, quoi. Parlez-moi un peu de votre service à Monaco. Qu'est-ce qui est fait concernant cette maladie ? Ici, donc au CHPG, on a une consultation très active où on reçoit beaucoup de Parkinsoniens et on a un secteur d'hospitalisation où on en hospitalise de temps en temps quelques-uns pour adapter les traitements, mais très souvent, si on peut éviter de les hospitaliser, c'est aussi bien, parce que l'hospitalisation est parfois un facteur d'aggravation. Et on travaille beaucoup avec nos collègues du CHU de Nice qui ont un secteur spécial, si vous voulez, pour l'adaptation des traitements du patient parkinsonien. Et de façon générale, à travers le monde, on a progressé dans la recherche ces dernières années ? On a beaucoup progressé, en particulier avec la chirurgie, dont les patients parlent souvent, mais qui est réservée à des cas très, très précis et en fait assez rares. Et on a progressé dans les médicaments, puisqu'il y a beaucoup de médicaments maintenant qui peuvent aider le parkinsonien, évidemment. Mais il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire quand on a le Parkinson, malheureusement, on n'en guérit jamais, quoi. Et à l'avenir, quelles sont les avancées à prévoir ? Est-ce qu'on pourrait justement en guérir ? Alors à l'avenir, c'est bien sûr difficile à dire, mais on attend beaucoup de progrès avec d'autres médicaments évidemment. Le problème, c'est que les médicaments actuels ont pas mal d'effets secondaires, en particulier des troubles de l'attention dont je vous parlais déjà au début. Et c'est vrai que trouver des médicaments qui seraient mieux supportés, c'est aussi une recherche importante. Mais c'est vrai que les traitements existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et actuellement, on ne sait pas guérir la maladie, c'est une évidence, quoi. Merci de nous avoir donné comme ça de plus amples informations à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation de la maladie de Parkinson. Merci beaucoup. Je vous remercie. Restons au centre hospitalier Princesse Grace. Sachez que le CHPG lance son portail patient, une nouvelle étape dans la démarche de la transformation numérique. Ce portail de service en ligne est accessible via le site internet du CHPG qui permet désormais en quelques clics de prendre et gérer ses rendez-vous médicaux, de préparer sa préadmission, d'accéder à ses documents médicaux ou encore de payer ses factures. Nous sommes mi-avril et l'été va arriver très vite. Si vous cherchez un job d'été ou que vos enfants cherchent un travail rémunéré, que ce soit dans l'accueil, la restauration, les métiers de service ou autres, c'est la bonne période, il faut commencer à se préparer. Avant de recevoir notre invité à ce sujet, Vanessa Dessier est allée dans la rue pour sonder en quelque sorte les jeunes de la Principauté. Voici les réponses. Je suis pas là, je suis en Italie, mais non, j'ai pas prévu de job d'été. Moi non plus, j'ai pas vraiment pris de job d'été parce que je préfère profiter de l'été et aller en vacances avec ma famille, donc c'est plus pratique. Je pense aller postuler à la SBM pour essayer de trouver un poste en hôtellerie, dans un restaurant. On va voir si c'est possible. Oui, on a déjà demandé, mais il faut qu'on voit les CV aussi. Je sais pas encore, ça serait peut-être soit livreur, soit peut-être Haïti Salade aussi. J'ai envie d'apprendre comment couper les cheveux, mais si c'est pas possible, peut-être je vais travailler dans un restaurant ou quelque chose comme serveur parce que mon père il veut que j'ai de l'expérience. Si j'arrive à avoir mon permis pour le Grand Prix, avant le Grand Prix, j'aimerais bien faire un job d'été en tant que livreur pour gagner un peu de sous et voilà, c'est tout. Ma mère elle est en train de voir pour me trouver un job d'été. Dans quel domaine ? À l'ASBM je sais pas encore. Oui, pour faire des sous. J'ai pas l'âge malheureusement. À Monaco on peut pas, c'est au-dessus de 16 ans si je dis pas de bêtises. Donc pour cet été non, mais pour les vacances d'octobre, normalement, oui. Oui, moi j'ai déjà un job d'été. Ça fait déjà 1 an que je travaille dans un restaurant sur Roquebrune Village. Ça se passe très bien, ça me permet de gagner un peu mon argent tout seul et de pouvoir financer mon train de vie quotidien plutôt que de demander à mes parents. Rentrer petit à petit dans le monde adulte et gagner son autonomie. Et pour développer ce sujet et répondre à des jeunes qui sont en recherche, nous sommes avec Emmanuel Cellario, le chef du service de l'emploi. Bonsoir. Bonsoir. On l'a vu, beaucoup de jeunes donc, qui veulent se retrousser les manches pour cet été. Est-ce que l'on a une idée de ce que représentent les jobs d'été en Principauté en termes de volume, peut-être par rapport à l'année dernière ? Oui, bien sûr. Alors l'année dernière, la cellule emploi jeune a suivi plus d'une centaine de jeunes qui étaient à la recherche d'un emploi étudiant et à peu près 110 jeunes et 90 ont trouvé un emploi étudiant. Cette année, nous avons déjà une soixantaine de jeunes qui sont inscrits et une dizaine qui ont déjà trouvé pour cet été. Et à qui s'adressent ces fameux jobs d'été ? C'est uniquement aux jeunes ? Uniquement aux monégasques, des personnes plus âgées peuvent en profiter. À qui ça peut profiter le job d'été ?
Alors, les jeunes qui sont à la recherche d'un job d'été sont suivis au sein du service de l'emploi par la cellule emploi jeune, qui accompagne les jeunes de 16 à 26 ans, les monégasques, les résidents, mais aussi ceux qui habitent les communes limitrophes, donc Cap d'Aille, Beau-Soleil, Roquebrune et La Turbie, et qui font ou qui ont fait leurs études secondaires en principauté. D'accord. Quels sont les secteurs d'activité recherchés par les jeunes en règle générale l'été ? Il y en a 3 en particulier, alors 3 secteurs qui recrutent et qui sont aussi prisés des jeunes. Nous avons la vente, que ce soit dans des boutiques, les musées ou même des glaciers. Nous avons tous les métiers liés au service, les serveurs ou même sur les plages, dans les restaurants. Et enfin, tous les métiers liés à l'hôtellerie, réellement, avec les renforts pour les hôtels dans la saison, que ce soit dans le room service, les voituriers ou même, évidemment, plagistes. Et c'est en adéquation entre ce que veulent les jeunes et ce qu'on leur propose, en règle générale ? Les jeunes connaissent un petit peu le marché de l'emploi, ou en tout cas savent quels sont les secteurs qui recrutent, puisque c'est vrai que c'est très lié à la saison touristique. On a aussi quelques demandes dans le secteur administratif, notamment bancaire, et c'est vrai que ça attire aussi certains jeunes. Mais voilà, la plupart des demandes concernent tout ce qui est vente ou hôtellerie-restauration, avec une appétence, on va dire, pour le contact avec la clientèle. Et j'ai l'impression que l'on est dans une période où il y a beaucoup d'opportunités. Je me trompe ? Alors effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. On constate surtout en fait une réelle volonté des jeunes de se confronter au marché du travail, pas forcément dans le secteur dans lequel ils feront leurs études après ou leur carrière professionnelle, mais en tout cas de voir ce que c'est de travailler, de se faire un petit peu d'argent aussi, évidemment. Et effectivement, on constate un nombre de plus en plus important de jeunes qui contactent la cellule emploi jeune pour s'inscrire à la recherche d'un emploi étudiant. Et quels sont les critères de sélection en règle générale ? Qu'est-ce que demande un employeur ? Déjà, ceux qui ont une disponibilité plus large ont plus de chances de trouver un emploi. Juillet et août, par exemple, les 2 mois d'été, voire pour ceux qui sont peut-être en études supérieures, s'ils sont disponibles de juin à septembre, effectivement, ça leur garantit plus de chances de trouver un emploi saisonnier. On a évidemment les langues, puisque je parlais, les métiers qui recherchent sont ceux liés à la saison touristique, donc en contact avec la clientèle. Donc effectivement, la maîtrise de l'anglais, voire d'une autre langue en plus, est demandée par les employeurs. Et évidemment, une bonne présentation, une motivation, une envie de travailler, tout simplement. Et quels conseils vous pouvez donner à des jeunes qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, si j'essayais de travailler cet été, là ?» Eh bien, je les conseillerais de contacter la cellule emploi jeune, Sandra Lefranc, pour qu'elle puisse les accompagner dans leur recherche. Mais voilà, évidemment, d'avoir un suivi, on est confronté au monde du travail, donc il faut comprendre aussi tout ce que ça implique en termes de sérieux, mais avec effectivement une belle récompense derrière, parce qu'il y a la satisfaction quand même d'avoir fait quelque chose, d'être rémunéré pour aussi. Et c'est vrai que tout le monde en sort grandi. Très bien. Écoutez, Emmanuelle Célario, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Continuons de parler de la jeunesse. En bref, l'École internationale de Monaco, l'ISM, a accueilli ce mercredi matin le directeur général de l'IBO, l'organisation du baccalauréat international. L'ISM, située sur le quai Antoine Ier, est une école IB depuis 22 ans et propose donc ce diplôme prestigieux. Cette visite s'est déroulée en présence d'Isabelle Bonal, commissaire générale chargée de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Éducation toujours, organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco, le jury littéraire du coup de cœur des lycéens est composé d'élèves de la Principauté. Ce jury s'est réuni récemment afin de délibérer et sélectionner 5 romans encore en compétition. Plus de détails dans ce reportage de Christine Latomel. Ils étaient au départ au nombre de 8 romans lus par les lycéens cette année et pour lesquels les impressions divergent. Après avoir donné leurs impressions grâce à des capsules audio, c'est un jury composé d'élèves de FANB, du lycée Albert Ier et du lycée technique et hôtelier qui a donné son verdict et qui a élu il y a quelques jours les 5 romans finalistes. Biche de Mona Messine, Lulu de Léna Paul Le Garec, Le professeur d'anglais de Mathieu Pierre et Par delà l'attente de Julia Minkowski, des romans qui se disputent donc le titre du coup de cœur des lycéens. Ce sont des premiers romans qui justement leur parlent parce qu'ils sont écrits de manière beaucoup plus moderne généralement,
certainement beaucoup plus accessible pour la majorité d'entre eux. Et du coup, les élèves se sentent davantage concernés, davantage en prise avec des sujets qui les intéressent et avec un style également qui leur est plus simple. Néanmoins, la problématique reste la même, c'est-à-dire être capable d'argumenter et d'avancer les raisons pour lesquelles on a apprécié ou pas ce livre. Et en ce sens, en plus, ça les prépare aux épreuves du baccalauréat à l'oral, où ils doivent présenter une œuvre en présentant les raisons pour lesquelles ils ont choisi cette œuvre-là. Moi, j'ai beaucoup aimé Une reine. Il m'a tout de suite parlé directement. J'ai eu le coup de cœur pour ce livre dès le premier rencontre et le premier résumé, parce que ça parle d'une histoire de femme, d'une reconstruction après un divorce ou un deuil. Pour moi, le livre, c'était Biche. Je l'ai trouvé très pertinent, et parce que je me vois surtout sur l'enfant, Lulu. Des romans qui ont donc touché ces jeunes lecteurs et dans lesquels ils ont pu se retrouver ou tout simplement s'évader. D'ici quelques mois, les élèves pourront rencontrer les auteurs autour d'un café littéraire et assister à la cérémonie de gala qui dévoilera et discernera le coup de cœur des lycéens édition 2023. Une cérémonie de remise des prix qui se déroulera en octobre prochain. La fin programmée du réseau cuivre de Monaco Télécom a été annoncée, et ce au profit du déploiement de la fibre. Concrètement, comment tout cela va se passer, les conséquences et les enjeux dans ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Modification des usages, besoins digitaux, évolution des supports ou tout simplement modernité. Les raisons qui poussent à faire disparaître le réseau cuivre ne manquent pas. Il faut dire que les atouts de la fibre sont incontestables. D'une part, c'est beaucoup plus fiable. Donc on transporte de la lumière et non plus de l'électricité. Donc du coup, ce rayon optique, il est beaucoup plus fiable. Il est plus aussi capacitif puisqu'on atteint des débits maintenant de 10 gigas au plus haut débit de Monaco Télécom, alors qu'on était limité à 60 mégas sur le réseau cuivre. Et puis c'est moins énergivore. Donc il faut aussi prendre conscience que l'empreinte environnementale de la fibre est beaucoup moindre que celle du réseau cuivre. Différentes phases vont donc rythmer les mois à venir. La principauté s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement international, car le réseau cuivre disparaît peu à peu en France, en Europe, à Singapour ou même encore au Japon. Andorre a été le premier à le faire en 2014, Jersey l'a fait en 2020. Il y a encore 700 foyers sur 19 000 qui ont cette connexion à Internet par le cuivre. Donc c'est plus beaucoup, et ça, à la fin de l'année 2023, ce sera fini, il n'y en aura plus. Donc ça veut dire qu'il faut que les derniers se manifestent et qu'on puisse véritablement les migrer. Et puis 6 mois après, on arrêtera Internet pour les entreprises, il y en a encore 2000, donc là il faut vraiment se dépêcher. Et puis encore 6 mois après, fin de l'année 2024, on arrêtera les lignes analogiques, donc la téléphonie par le cuivre. Vous l'aurez compris, un mot à son importance, anticipation. Mieux vaut ne pas attendre le dernier mois pour ce changement. Une campagne de communication va permettre de sensibiliser la population de Monaco. Vous pouvez bien sûr aussi vous rapprocher directement de Monaco Télécom. Le musée d'anthropologie préhistorique donne rendez-vous au public pour une exposition inédite dans le cadre des commémorations de la disparition du prince Albert Ier. L'occasion de mieux connaître le scientifique et l'homme de terrain qu'il était. Une scénographie sur les traces de ses explorations archéologiques. Reportage de Vanessa Dessy et Hugo Comazza. Des grottes de Grimaldi à l'Espagne, de la fondation du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco à l'Institut de paléontologie humaine de Paris, les visiteurs découvriront les chemins passionnants des aventures et des réflexions archéologiques du prince Albert Ier. Les objets archéologiques proviennent des fouilles qu'il a faites lui-même. À l'époque où il était prince héréditaire, il a fouillé lui-même ici des Balzerossi. Il a même fait l'acquisition d'une grotte là-bas pour la protéger et la fouiller ensuite. Il a envoyé ses équipes avec ses consignes pour aller fouiller les différents sites des Balzerossi, et les collections sont venues au musée d'anthropologie qu'il a créé lui-même, qu'il a fondé en 1906. Le musée d'anthropologie préhistorique a été fondé par le prince Albert Ier en 1902 afin de conserver les vestiges de l'humanité primitive. Ces collections permettent de retracer l'évolution des grandes périodes planétaires. Le prince Albert Ier joue donc un rôle majeur dans le domaine, même si à l'époque, ses recherches sont prises avec légèreté par la communauté scientifique. Il faut voir qu'il y a pas mal de détracteurs, y compris des académiciens, qui ne veulent pas donner un grand rôle à ces vestiges
Et il insiste, et il publie d'ailleurs à ses frais ces documents, et donc il va mettre sur la place publique, je dirais, ces nouveaux vestiges archéologiques, et en quelque sorte il va stimuler leur étude. Donc souvent, avec nos collègues encore européens de nos jours, quand on fait l'histoire de notre science, on se dit le prince Albert Ier a dès vraiment le début du XXe siècle entamé ses recherches et a permis qu'elles se déroulent finalement assez rapidement sur le continent européen. L'exposition Albert Ier, un prince préhistorien, est à découvrir au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco jusqu'à la fin de l'année. Visiter cette exposition au musée d'anthropologie, c'est une idée sortie. Je vous donne une autre idée, un concert demain soir à l'espace Léo Ferré avec le chanteur et musicien anglais Charlie Winston. Il connaît parfaitement la région pour avoir arpenté le Vieux-Nice avec sa guitare, tel un hobo. Il habite d'ailleurs dans la région. La dernière fois qu'il s'est produit à Monaco, c'est en 2009. Entre-temps, il vient de sortir un nouvel album, As I Am, avec la participation de Vianney et Ibrahim Malouf. Charlie Winston, ce jeudi, à l'espace Léo Ferré à 20h30. Charlie Winston qui sera l'invité du journal de vendredi. Les prévisions météo en principauté pour demain, c'est avec Yannick Debever. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pour ce jeudi, il fera globalement beau en principauté avec tout de même quelques passages nuageux dans la journée. Le vent montera progressivement pour atteindre jusqu'à 40 km/h en soirée. Les températures restent stables avec 10 degrés au lever du jour et 15 pour la maximale. Ce jeudi 13 avril, nous fêtons Sainte Ida, mais également la journée mondiale du Scrabble, le célèbre jeu de société dont la première édition commercialisée remonte à 1948 aux États-Unis. Le Scrabble, le meilleur ami des joueurs mauvais en orthographe, mais de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on a pu en inventer comme ça, des mots nouveaux et qui n'existent pas. Merci Yannick. Les photos de fin de journal sont consacrées à l'activité touristique qui a l'air de bien redémarrer un peu partout dans la principauté. Ce sont des photos de Maëlle Lafarge et Stéphane Dana. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation ce jeudi à 19h. À très bientôt. Au revoir.